Voilà, on y va. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, à nouveau, troisième jour. Encore tout à l'heure, je me disais, mais quelle bonne idée j'ai eue que de faire ça. Ça me met vraiment en joie d'être là avec vous. Donc, je sais que vous m'entendez bien. Je voulais démarrer avec une question. Aujourd'hui, on parle donc de notre épanouissement à nous en tant que maman et surtout en tant que femme. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être épanoui? Qu'est-ce que c'est en fait l'épanouissement? Avoir un bon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie de maman. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui vous empêche? Ah oui, ta vie d'avant. Avoir un bon équilibre entre ta vie de maman et la vie que tu avais avant. Okay. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cet épanouissement-là, à votre avis? Aurélie, tu dis, je ne voyais pas devenir celle que je suis aujourd'hui en tant que maman. Okay. Je ne me voyais pas devenir celle que je suis aujourd'hui en tant que maman. Et Aurélie, tu dis, le temps que nous donnons à nos enfants et les contraintes qu'ils nous imposent, je l'aime, ton enfant, j'imagine, mais il me freine dans des choses que je souhaiterais faire, mes envies personnelles et professionnelles. C'est vrai. Et Aline, tu dis, tu partages ce que dit Aurélie, c'est pareil pour toi aussi, c'est quelque chose que tu vis. Moi, ce que je vois avec les mamans que j'accompagne et que j'ai au téléphone qui viennent s'intéresser à ce que je propose, et même mes amis, même moi-même, ce que j'ai vécu, je fais le constat d'une sorte de, si je peux le dire comme ça, maladie des mamans, peut-être des femmes en général, qui est le fait qu'on se fait petite. Il y a quelque chose qui fait qu'on se freine, on ne se laisse pas éclore, on ne se laisse pas vibrer avec toute la puissance qu'on peut avoir. Vous ressentez ça aussi? Ouais. Pour moi, ça vient de plein de choses qui vont venir que peut-être que je vais avoir comme caractéristique de qui je suis, que je peux avoir dans les choses que je vais faire, dans les pensées que je vais avoir. Ça peut être, par exemple, être perfectionniste. Beaucoup de femmes et de mamans, nous sommes perfectionnistes. On essaye, on a ce fonctionnement qui fait qu'on essaie d'atteindre l'inatteignable. Et ça, par exemple, ça va faire en essayant de toujours faire plus, de toujours faire mieux, ben, du coup, je m'assure à chaque fois, par exemple, d'être dans l'échec. Parce que je suis dans ce fonctionnement où c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien. Souvent, on va aussi toujours donner aux autres, mais jamais rien demander ou exiger en retour. Je vais donner, donner, donner. Et comme je ne reçois pas, en fait, ça me vide de toute mon énergie. Et je vais même en vouloir à ceux qui m'entourent. Parce que comment c'est possible qu'ils ne comprennent pas à quel point je donne? Comment c'est possible qu'ils ne me donnent pas en retour? Comment c'est possible qu'ils ne comprennent pas ce dont j'ai besoin moi aussi? Il y a aussi quelque chose qui vient souvent avec notre conception de la parentalité positive, qui est cette idée que j'ai besoin. Ouais, tu as raison, les enfants, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est l'impression qu'on a. Mais en fait, c'est ce qu'on va voir, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Je vais vous expliquer comment on arrive à leur faire comprendre.
Euh, Ce truc qui vient avec la parentalité positive, c'est l'idée que je dois, je suis dans cette exigence, je suis obligée de répondre aux besoins de mon enfant. Le truc, c'est que quand je m'exige de respecter en premier les besoins de mon enfant, du coup, je ne respecte pas ou pas assez mes propres besoins à moi. Et là encore, ça va me vider de mon énergie parce que je suis toujours dans cette énergie, je fais que donner, je fais que faire pour l'autre et je ne fais pas pour moi-même. Souvent aussi, on peut être dans quelque chose où on va mettre la responsabilité des choses à l'extérieur de nous-mêmes. Dans l'idée que, dans le sens où je ne vais pas prendre ma part de responsabilité à sa juste valeur. Par exemple, c'est ça que je fais quand je dis j'ai pas de temps pour moi parce que mon conjoint ne s'occupe jamais des enfants. J'ai pas de temps pour moi parce que j'ai trop de choses à faire. J'ai pas de temps pour moi parce que mes enfants peuvent pas comprendre que j'ai besoin de temps pour moi. Ils respectent pas le temps que j'ai pour moi. Je dis pas ça pour que vous veniez vous fouetter parce que c'est pas ça. Je dis ça parce que quel qu'en soit le contexte dans lequel nous vivons, nous pouvons toujours agir pour avoir ce dont on a besoin. On va y revenir par la suite à ça. Je vais aussi être dans quelque chose souvent où je vais comme demander aux autres de deviner quels sont mes besoins à moi. C'est un peu ce que je disais hier en partie. C'est que je ne vais pas oser clairement exprimer et encore moins demander ou exiger qu'on respecte mes besoins à moi. Vous voyez, je vois que tu dis les enfants ne peuvent pas comprendre. Ah non, ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis parce que des fois, on ne connaît même pas notre besoin. C'est tout à fait ça. Exactement, Aurélie. Souvent, je lis encore ton commentaire. On n'a même pas le temps de penser ou réaliser ce dont on a envie. Ouais, tout à fait. Exemple pour Noël. C'est ça, j'adore. Qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Ce que je veux pour moi. C'est ça. Je ne sais pas ce que je veux. Je n'y ai même pas pensé. C'est ça. À quel point, en fait, c'est comme quelque chose d'omniprésent. Mais j'ai déjà le cadeau de tout le monde. Bah, exactement. À quel point tu penses à tous ceux qui t'entourent. Et toi, là-dedans. Et même, souvent, je vais me sentir coupable et égoïste de prendre du temps pour moi. Je vais aussi souvent douter de moi-même. Je vais douter de ce que je fais. Et comme je doute tellement souvent, je vais même pas voir ce que je fais de bien. Et donc, je vais avoir l'impression de ne jamais y arriver. De toujours faire mal. Et forcément, en lien avec ce côté, je me sens coupable, je suis égoïste, je vais me juger, en fait. Je vais me dire, mais qui je suis pour faire ça? Qui je suis pour prendre du temps pour moi? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça va être encore pire.
je suis une mauvaise maman parce que je pense à moi en premier. Et je veux me focaliser sur ces critiques. Je vais me focaliser sur le fait que je ne fais jamais comme je voudrais pouvoir le faire. Je ne fais jamais rien comme je voudrais pouvoir y arriver. Donc, je suis toujours dans ce côté pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien. Je suis toujours dans cette espèce d'échec et négativité. Et je vais m'en vouloir pour ça. Et parce que je m'en veux pour ça, souvent, en fait, je ne vais pas m'assumer, en fait. Je ne vais pas me montrer telle que je suis. Je vais souvent me dire, je ne peux pas. Je n'en suis pas capable. Je ne le vaux pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Et pour moi, tout ça, toutes ces choses qu'on se dit, toutes ces choses auxquelles on croit, quelque part à l'intérieur de nous, qu'on le dise vraiment clairement dans notre tête ou que ce soit quelque chose dans un ressenti dans notre corps, c'est vraiment au cœur des difficultés qu'on vit avec nos enfants. Parce que c'est au cœur de ce qui m'empêche d'avoir cette autorité naturelle. Ça m'empêche d'avoir cette gestion de mes émotions que je souhaite avoir. Ça m'empêche d'apprendre à gérer le conflit pour tirer du positif du conflit. Ça m'empêche de gérer mon stress et ça m'empêche de communiquer comme je souhaiterais pouvoir le faire aux autres. Pourquoi? Parce que justement, comme tu disais toi, Aurélie, quand je ne sais pas ce que moi j'ai envie, quand je ne sais pas ce que je veux, ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas, ben du coup, je ne peux pas, avec mon enfant, par exemple, poser un cadre clair. Parce que je ne peux pas lui dire ça c'est oui et ça c'est non. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est ce oui et qu'est-ce qui est ce non. Ou en tout cas pas assez clairement. Et si c'est flou pour moi, du coup c'est flou pour mon enfant. Et donc c'est là où je vais passer du côté laxiste où je vais tout le temps céder au côté autoritaire où du coup là je vais crier, punir et menacer. Et je vais faire beaucoup d'allers-retours. Et en fait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que je ne peux pas apprendre quelque chose à mon enfant que moi-même je n'ai pas appris? Ouais. Je ne peux pas accompagner mon enfant dans la gestion de ses émotions. Ouais, toi aussi, Aline, t'es d'accord. Je ne peux pas accompagner mon enfant dans la gestion de ses émotions si moi-même je n'ai pas encore appris à gérer. Je ne peux pas accompagner mon enfant à savoir profiter du conflit pour amener un changement positif pour tout le monde si moi-même je ne le sais pas. Je ne peux pas apprendre à mon enfant à communiquer ses besoins de manière claire et posée avec les autres si moi-même je ne sais pas le faire. Je ne peux pas apprendre à mon enfant à gérer son stress si moi-même je ne sais pas gérer mon stress. Je ne peux pas apprendre à mon enfant ce qu'est l'autorité naturelle si moi non plus je n'ai pas encore appris ce que c'est et comment être dans cette autorité naturelle. Et en fait, ce qu'on vit, c'est que nos enfants
sont toujours, j'ai envie de dire, ou en tout cas très 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 souvent, le reflet ou le miroir de notre état interne. Et donc c'est pour ça que quand moi j'ai appris à faire toutes ces belles choses, à avoir cette autorité naturelle, à gérer mes émotions, à gérer le conflit, le stress, à communiquer, bah, du coup, mon état interne est transformé et complètement différent, ce qui fait que mon enfant, il va devenir le reflet de cet état-là. Et en plus, je vais être en capacité de lui apprendre lui aussi à faire cette même chose, à avoir ces mêmes compétences. Et c'est pour ça que pour changer le comportement de mon enfant, ce en quoi moi je crois profondément, c'est que pour changer le comportement de mon enfant, j'ai besoin d'abord de changer mon état interne et apprendre ce que moi, je n'ai pas encore appris. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ouais. Et donc, la question, c'est comment on arrive à faire ça? Comment j'arrive à changer mon état interne? La première chose, c'est que je m'observe. Je prends le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. De me rendre compte de ce que je me dis. En particulier dans les moments qui sont difficiles pour moi. Parce que quand je suis dans quelque chose de difficile pour moi, c'est là où je vais particulièrement me faire toute petite. Parce que c'est là, à ces moments-là, où tout au fond à l'intérieur de moi, à un moment donné, je vais sentir à l'intérieur de moi qu'en fait, ça vient d'une peur ou de des peurs à l'intérieur de moi. Par exemple, tu vois, je vais céder à mon enfant parce que je vais avoir peur de sa réaction si je lui dis non ou que je continue à tenir mon non. Je vais être dans le côté trop autoritaire parce que je vais avoir peur, là encore, tu vois, je vais avoir peur de manquer de contrôle sur mon enfant. Je peux avoir peur qu'il devienne un enfant roi ou que c'est lui qui va décider de tout. Que là encore, comme on disait tout à l'heure, que mon enfant, il va encore me demander des choses, m'imposer des choses, me mettre encore plus la pression. Et donc, comme j'ai peur de ça, je vais renforcer les règles et les noms. Mais à un moment donné, plus je fais ça, plus lui va avoir un comportement qui va me pousser à céder, à casser ça. Et donc, c'est là où du coup, je vais passer au côté laxiste. Et donc, au cœur de comment faire pour que ça se passe mieux avec nos enfants et comment faire pour trouver notre épanouissement, il y a vraiment ce besoin de venir à l'intérieur de soi et de sentir ce qui est en train de se passer, de si possible, mettre des mots dessus. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur?
Et le truc, c'est que la fonction de la peur comme émotion naturelle, c'est de nous protéger. C'est de nous protéger d'un avenir que nous imaginons comme pire que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, tu vois, dans le côté autoritariste, parce que j'ai peur, je vais rester dans le côté autoritaire parce que j'imagine que si je relâche, mon enfant va tout contrôler et que du coup, moi, je ne vais plus rien contrôler. Du coup, je vais être encore plus mauvaise maman. Du coup, je vais encore moins arriver à gérer les situations que je vis avec mon enfant, etc., etc., etc. Et en fait, cette peur va me dire, surtout, tu continues comme tu le fais aujourd'hui, parce que ça va être peur si tu changes ou si tu agis pour faire autrement. Surtout, continue à dire non. La peur, en fait, le côté négatif de la peur de cette protection qui, dans des situations, est extrêmement juste, dans plein d'autres situations dans notre vie, cette peur va nous pousser à rester exactement là où nous en sommes. Et elle va nous pousser à rester là, même que mon présent me fait souffrir et ne me satisfait pas. Parce que au moins, dans ce que j'ai aujourd'hui, même si c'est pas satisfaisant pour moi, je sais ce que c'est. Par contre, si je change, si je fais autre chose, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir. Ça a du sens pour vous, ce que je dis? C'est clair? Ouais. Okay. Ouais, Aline, tu dis oui, je suis d'accord. Okay. Et donc, cette première étape, c'est je m'observe, je prends conscience en fait. Ouais, on reste dans une zone de confort non confortable. C'est exactement ça, Aline. Exactement. C'est ça. Donc la première étape, je m'observe, je prends conscience de ce qui se passe pour moi. Je prends conscience de ce dont j'ai peur. Parce que souvent, on ressent cette peur, mais comme on ne met pas de mots dessus, ça reste quelque chose de très vague. Et tant que quelque chose est vague, je ne peux pas agir dessus. Je ne peux pas décider d'en rester là consciemment ou de changer. Donc la deuxième étape, c'est vraiment je conscientise que malgré mes peurs, j'ai plus de coups, si je peux le dire comme ça, j'ai plus de douleurs, de difficultés, de conséquences négatives en continuant comme je le fais aujourd'hui que si je choisis d'agir dans l'espoir de changer mon avenir. Et ce même au risque que rien ne change. Quelque part, je me dis, là où j'en suis, c'est tellement pas ce que je veux que je choisis de tenter quelque chose qui me donne de l'espoir, parce qu'au moins je sais qu'en tentant quelque chose, de toute façon, mon avenir sera différent. Peut-être qu'il sera meilleur, peut-être pas, mais dans tous les cas, j'ai besoin de changer quelque chose parce que là, le chemin sur lequel je suis, c'est surtout pas celui-là que je veux. Donc j'agis dans l'espoir qu'avec ce que je vais mettre en place, ça va changer. Et en fait, en ce faisant, je me sers de mes douleurs
pour me donner de l'énergie pour affronter mes peurs. Et donc, une fois que je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je sais que ça, je ne le veux plus, que je suis prête à agir, ben dans ce cas-là, la troisième étape, c'est que je définis, j'identifie précisément ce que je veux changer. Et ensuite, la quatrième étape, c'est que je définis un plan d'action avec des petits pas pour me permettre en douceur de faire face à ma peur, de la traverser et d'expérimenter ce qui s'ensuit. Et j'expérimente, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? De l'expérience que j'ai eue, qu'est-ce que j'ai envie de garder et de reproduire? Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser tomber? Et ensuite, la dernière étape, c'est de reproduire les étapes 1 à 4, encore et encore et encore. Parce qu'à chaque fois que je reproduis ces étapes-là, je m'assure de changer dans mon cerveau physiquement les connexions neuronales que j'ai. Je me permets de changer mes pensées. Je m'autorise à changer mes actions, donc, et à changer mon avenir. Est-ce que ça fait sens pour vous, ces étapes? Okay. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'il faut se connaître pour agir. Oui, c'est ça, Aline, tout à fait. Aline, tu dis aussi, c'est en avoir conscience. C'est bien, mais derrière, il faut agir. C'est ça. Ouais, c'est de l'introspection. Ça démarre avec cette introspection. Exactement. C'est pour ça que pour moi, les caractéristiques des mamans qui réussissent avec leurs enfants, dans le sens, les mamans qui ont comme nous des enfants avec des comportements difficiles, parce que je connais des mamans de leurs enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'y a rien de ce que je vis moi. Ces mamans comme nous qui ont des enfants avec des comportements difficiles, celles qui réussissent à gérer ça et à se sentir vraiment profondément heureuses et épanouies, ce sont des mamans qui se disent « Ok, aujourd'hui je ne sais pas faire ça, mais je suis capable d'apprendre et d'expérimenter comment y arriver. » Ce sont aussi des mamans qui sont conscientes
de ce qu'elles reproduisent de leur schéma familial destructeur et qui disent stop à cette reproduction. Elles s'engagent en fait à dire cette reproduction s'arrête avec moi. C'est des mamans qui se disent c'est terminé. Je ne m'infligerai plus un jour de cette vie de maman-là. C'est des mamans qui sont convaincues qu'elles et leurs enfants valent la peine qu'elles investissent de leur temps, de leur énergie et de leur argent pour avoir enfin les relations apaisées et joyeuses et complices qu'elles imaginaient qu'elles allaient avoir avant d'avoir leurs enfants. C'est des mamans qui se disent « Je n'accepterai plus de perdre mon temps à chercher seule comment faire ça. » C'est des mamans qui se disent « Je vais chercher une personne pour m'aider. Une personne en qui j'ai confiance et qui a déjà fait le même chemin que moi. » Une personne qui a un système éprouvé, qui a déjà fonctionné pour elle et pour d'autres personnes. Et elles se disent, j'agis aujourd'hui parce que le temps que j'ai avec mes enfants est beaucoup trop précieux. Je ne veux plus passer tout ce temps, chaque jour, dans les cris et les crises et les conflits. Je ne veux pas risquer d'avoir un avenir avec mon enfant où il y a une rupture de la relation à cause de tout ça. C'est des mamans qui choisissent d'agir aujourd'hui pour s'assurer de créer une relation profondément remplie de confiance avec ses enfants. Est-ce que ça a du sens pour vous, ces caractéristiques-là? Okay. Étude Aurélie, c'est vrai, c'est très vrai tout ce que vous avez dit, ce que j'ai dit. Ouais. Être accompagné, c'est très important, c'est vrai. Moi aussi, je suis convaincue de ça, Sandrine. Ouais. Est-ce que c'est OK pour vous si je vous explique comment j'accompagne les mamans qui s'engagent avec moi? On ne naît pas maman, c'est exactement ça, Aline. Ouais, OK. Vous savez peut-être, j'ai 3 accompagnements différents. Parce que j'ai vraiment à cœur de permettre à chaque maman, selon là où elle en est, selon ses envies, ses attentes, de pouvoir avancer vers la vie de maman qu'elle souhaite avoir. Et aussi selon ce qui est possible pour elle en termes d'investissement. J'ai donc une formation en ligne en parentalité. J'ai un accompagnement en groupe, de petits groupes d'environ 4 mamans. Et j'ai un accompagnement individuel. Déjà, la première étape, c'est que je vous amène
à réfléchir comme une maman qui réussit l'éducation de ses enfants. Une maman qui sait conduire une relation de confiance avec eux. Et je te mets dans un environnement avec d'autres mamans comme toi qui vivent les mêmes difficultés que toi et qui ont les mêmes rêves et aspirations que toi. La deuxième étape, c'est que je te permets de comprendre déjà ce que tu fais de bien, mais que tu ne te rends même pas compte que tu fais. Je te permets aussi de savoir comment tu peux faire encore mieux et acquérir ce qui te manque. La troisième étape, c'est que grâce à tes réussites, je construis avec toi, nous construisons ensemble une boîte à outils à toi. Parce que ce que moi je te transmets, ce n'est pas des outils, c'est des stratégies en parentalité. Et que grâce à ces stratégies-là, tu crées tes outils à toi, adaptés à ta parentalité, à la maman unique que tu es et les enfants uniques que tu as. Et donc, ta boîte à outils à toi va être adaptée à toi et à ta famille unique. Pour que tu ressors de l'accompagnement avec toutes les ressources et les compétences dont tu auras besoin pour continuer dans cette éducation réussie sur le long terme. Voilà les 3 étapes de mon accompagnement, de mes accompagnements. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à tes attentes, tes envies, tes besoins aujourd'hui? Si c'est oui, si tu as envie d'aller un peu plus loin, je t'offre de mon temps, je t'offre un rendez-vous pour qu'on en discute ensemble. Parce que ce que moi j'ai à cœur, c'est de te proposer un accompagnement qui soit juste pour toi, qui soit vraiment adapté, personnalisé à tes attentes et à tes besoins. Et pour arriver à faire ça, on a besoin de discuter ensemble. Donc, je te propose de prendre rendez-vous avec moi. Tu as le lien ici en bas de la vidéo. Et pendant cet appel, ensemble, on va discuter de tes difficultés, de tes envies, de tes rêves, de ce que tu veux plus avoir, de ce que tu n'aimes pas dans ta vie de maman aujourd'hui et de ce que tu veux avoir, de comment est-ce que tu voudrais que ça se passe, de ce que tu voudrais ressentir à l'intérieur de toi. Et en faisant ça, on va se servir de cette discussion, pour que je m'assure que je puisse vraiment t'aider dans tes objectifs, et 2, pour créer ensemble l'accompagnement idéal pour toi. Je te dis à très vite en appel avec moi. Au revoir.